Voilà, je vais me lancer. Je vais commencer. Mais avant ça, j'aimerais juste donner une petite précision. La séance d'exercice de samedi, elle a eu un succès qui était pour le moins mitigé. C'est-à-dire qu'il y a quelques étudiants qui sont venus, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Moi, évidemment, j'en conclus que la séance d'exercice était extrêmement facile et que vous avez fait l'impasse, il n'y a aucun problème. Je vous conseille quand même, si vous sentez que vous avez le moindre petit problème, si vous sentez que vous n'êtes pas tout à fait à niveau, que le train est un petit peu devant vous, je vous conseille tout de même de profiter de ces séances. Surtout que j'ai un petit peu peur que si l'affluence n'augmente pas, la section décidera simplement de les supprimer, ce qui serait à mon avis vraiment problématique, quoi. Donc évidemment, je ne suis pas du tout en train de faire une quelconque menace ou quoi que ce soit. Ces séances se font sur une base volontaire, hein, mais j'ai aucun doute qu'il y en a certains d'entre vous à qui ça pourrait vraiment faire du bien. Ceci étant dit, la séance de samedi n'aura pas lieu sur le site parce qu'il y aura la magistrale et donc on organisera les séances de soutien en ligne. C'est-à-dire que les assistants ou les assistantes qui sont normalement présents organiseront des sessions Zoom, on mettra les liens sur Moodle et si vous le désirez, vous pourrez vous connecter et poser des questions. Bon, ouais, ok. Donc pendant cette heure, alors normalement on a une heure de cours et puis entre 4h et 5h est ce que j'appelle l'heure de contact, dans laquelle on aborde des sujets qui sont connexes à la physique. Aujourd'hui, on va inverser, je vais terminer la partie sur les dérivés et à 4h, on va commencer vraiment le premier chapitre de ce cours qui est celui qui parle de cinématique. Pourquoi ? Parce que la cinématique utilise des dérivés et les dérivés, je n'ai encore pas totalement terminé avec. Donc je vous rappelle que ce qu'on avait vu, c'était que la manière mathématique d'écrire la dérivation d'une fonction f par rapport à son argument x, c'est de prendre la limite de la variation de la fonction par rapport à un incrément et une variation de son argument. Donc la limite pour des incréments qui tendent vers 0 de delta f, la variation de la fonction, par rapport à delta x. Et delta f, c'est donc la variation de cette fonction. Delta x, je l'ai représenté ici. Et ce qu'on fait, c'est que ce delta x, on le fait tendre vers 0. Et finalement, la droite qui est en rouge ici, elle devient tangente à notre fonction qui est représentée en noir. Et elle fera un angle avec l'horizontale qu'on appelle alpha, qui n'est rien d'autre que la pente de la fonction. La chose qu'on avait vue aussi, et qui est peut-être une nouveauté pour vous, c'est que en calculant la première dérivée, la dérivée d'une fonction qui est simplement x à la puissance n, je vous avais parlé de ce terme-là. Vous voyez que j'avais écrit donc la fonction à un point x plus un incrément delta x. J'avais commencé à la développer. J'avais dit voilà, ce sera égal à x à la puissance n plus n fois x à la puissance n-1 fois delta x. Et si on continuait à développer, on aurait un terme qui serait en x à la puissance n-2 fois delta x au carré. Et je vous ai dit, ce terme, on va l'appeler un terme d'ordre delta x carré. C'est un terme qu'on va négliger. Pourquoi ? Parce que si delta x est petit, eh bien delta x pris au carré sera très très petit et on va pouvoir le négliger par rapport aux termes qui sont avant. Ce n'est pas toujours valable, hein, mais dans notre cas, ça l'est. Et donc, simplement, en écrivant ceci, qui est écrit de manière rigoureusement correcte, on peut simplement barrer ce terme qui commence par un O calligraphié et l'oublier dans la suite du calcul. Et ce qu'on avait vu, c'était que en explicitant la fonction, donc la f de x plus delta x moins f de x sur delta x, qu'on va faire encore 2 ou 3 fois, eh bien, on trouvait que la dérivée de x à la puissance n est égale à n fois x à la puissance n-1. Alors cet exercice, on peut le faire pour beaucoup de fonctions, on peut le faire pour toutes les fonctions.
En particulier avec la même formule, on voit que la dérivée de 1 à la puissance x, eh bien, ce sera simplement 1 fois x à la puissance moins 1, donc x à la puissance moins 2, ce qui est égal à 1 sur x carré, chose que vous avez certainement déjà vue aussi. Pour trouver la dérivée de fonctions trigonométriques, eh bien, ce que je vais faire, comme sinus par exemple, eh bien, je vais simplement appliquer la formule qui nous donne la dérivée. Donc je vais calculer la limite pour des delta x qui sont très petits, de sinus de x plus un incrément delta x moins sinus de x, le tout sur delta x. Et lorsque je vais faire ceci, je vais utiliser une formule trigonométrique qui est bien connue, c'est que le sinus de alpha plus bêta, c'est sinus alpha cosinus bêta plus cosinus bêta fois sinus alpha. Et donc vous voyez que ce sinus de x plus quelque chose, je peux le transformer en une somme de deux produits de sinus et cosinus. Alors je vais simplement remplacer ceci dans la formule là-haut, et puis je vais prendre la limite pour delta x qui tend vers 0. Et vous voyez que lorsque je vais passer ces deux termes en haut, il y en a un pour lequel je vais pouvoir mettre en évidence sinus de x. Il va multiplier cosinus de delta x moins 1, le tout divisé par delta x. Et puis pour le deuxième terme, je pourrais mettre en évidence le cosinus de x qui va multiplier sinus de delta x divisé par delta x. Alors là, pour prendre la limite pour delta x qui tend vers 0, il y a plusieurs manières de faire, mais la manière la plus simple, c'est de regarder le cercle trigonométrique et de se rendre compte vers où vont tendre ces deux termes. Donc vous voyez que ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai pris une fraction du cercle trigonométrique. Sur l'axe horizontal, on représente cosinus. Sur l'axe vertical, on représente le sinus. Et l'angle ici, je l'ai représenté par cette droite bleue. Et donc l'angle alpha, il est ici. Donc on prend toujours un rayon qui est égal à 1. Dans le cercle trigonométrique, eh bien, notre angle, c'est delta x qui est ici. Et puis le sinus de x, c'est la distance qui est entre ce point et l'axe horizontal, de même que le cosinus, c'est la distance entre l'axe vertical et le point qui représente notre angle. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va d'abord calculer la limite de cosinus de delta x moins 1 sur delta x. Et vous voyez que lorsque je vais faire tendre ce rayon vers quelque chose qui est très très petit, donc delta x qui tend vers 0, vous voyez que cosinus de x va tendre vers 1, cosinus de delta x, pardon, va tendre vers 1, et delta x sera toujours un petit peu différent de 0. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on a quelque chose ici qui va tendre vers 0, divisé par quelque chose qui tend vers 0 mais qui n'est pas 0, ça va donner quelque chose, donc la limite va être égale à 0. On peut faire la même chose pour le sinus de delta x divisé par delta x. Donc le sinus de delta x, il est ici, et on va le diviser par cette longueur. Et donc ce qu'on voit, c'est que lorsque les delta x tend vers 0, eh bien la limite donc si on divise cette longueur par cette longueur, finalement ces deux vont devenir à peu près égales, et on se rend compte, la démonstration n'est pas tout à fait rigoureuse, on est bien d'accord, mais on se rend compte que la limite de sinus de delta x sur delta x, elle est égale à 1. Et donc, on remplace ces deux choses là-dedans. Donc ici, on va remplacer ceci par 0 et ceci par 1. Et finalement, on va simplement obtenir que la dérivée de sinus de x, elle est égale à cosinus de x. Voilà. Alors, il y a toute une série de règles de dérivation qu'on peut appliquer, que vous avez certainement déjà vues, vous les connaissez, mais on peut les démontrer en utilisant toujours la formule fondamentale qui donne la dérivée. Et celle que j'ai choisi de vous montrer, c'est f, la dérivée d'une somme de fonctions. Donc je prends deux fonctions f et g qui dépendent d'un argument x et que je veux dériver par rapport à x. Et ce que je fais, c'est que j'applique toujours la même formule. Je vais devoir évaluer la somme de ces fonctions au point x plus delta x.
retrancher la fonction au point x et diviser le tout par delta x. Puis ensuite prendre la limite pour delta x qui tend vers 0. Alors, ce n'est pas très très compliqué à faire, donc je l'ai fait ici. Vous voyez qu'on a ces deux termes qui représentent la fonction en x, et je peux les réarranger. Je peux prendre les termes qui dépendent de f et les mettre en premier. Vous voyez que j'aurai un f de x plus delta x moins f de x que je mets ici, et puis après j'aurai un plus g de x plus delta x, et vous voyez qu'avec ce moins qui est là, je vais obtenir un moins g de x, le tout divisé par x, et si je regarde bien ce terme ici, j'ai f de x plus delta x moins f de x divisé par delta x. En prenant la limite pour delta x qui tend vers 0, ça va me donner rien d'autre que la dérivée de f, donc f'. Et le deuxième terme, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'être f, c'est g. Et donc, vous voyez que lorsque je prendrai la limite pour delta x tend vers 0, je vais obtenir ici simplement g' de x. Donc, en appliquant cette formule, on a montré que la dérivée d'une somme de fonctions, c'est la somme des dérivées des fonctions. Même chose avec le produit de fonctions. Alors, je ne sais pas si je l'ai fait ici, parce que des fois, je le donne comme exercice. Mais pour le produit de fonctions, vous savez que la dérivée de f fois g, c'est f' fois g plus f fois g'. Comment est-ce qu'on peut montrer ça? Eh bien, on va de nouveau appliquer la même formule, vu que je l'ai fait ici, donc je ne le donnerai pas en exercice. Et vous voyez qu'il s'agit maintenant d'écrire la fonction f fois g, mais évaluée au point x plus delta x. Donc ici, j'ai le produit de ces deux fonctions au point x plus delta x, et je dois retrancher la fonction, donc f fois g, évaluée au point x. Tout ceci, c'est un petit peu difficile, et ce que je fais, c'est que j'utilise un artifice, je vais ajouter un terme et enlever exactement le même terme. Donc je vais faire plus 0. C'est ce que j'ai fait ici dans la formule qui est au milieu. Je rajoute f de x fois g plus delta x et j'enlève f de x fois g plus delta x. J'ai absolument le droit. D'accord? Et ce que je fais maintenant, c'est que je vais prendre les termes qui sont ici à gauche. Je vais mettre g évalué au point x plus delta x en évidence. Et ce g plus de x plus delta x va multiplier f de x plus delta x moins f de x sur delta x, que nous reconnaissons comme étant la dérivée de f prise au point x. Et même chose pour le deuxième terme, sauf que ce que je vais faire, c'est mettre f de x en évidence plutôt que g. Et vous voyez que j'aurai f de x qui multiplie g de x plus delta x moins g de x, et le tout sera divisé par delta x. Alors vous voyez qu'on doit prendre la limite maintenant pour delta x tendant vers 0 de toute cette grande fonction. Celle-ci, elle est très facile à évaluer. Pourquoi? Parce qu'ici, on a g de x plus delta x moins g de x sur delta x qui n'est rien d'autre que la dérivée de g au point x. Donc le deuxième terme, ce sera f de x fois g de g' de x. Et le premier terme, vous voyez ici que lorsque je prendrai la limite pour delta x tendant vers 0, le premier terme va tendre simplement vers la dérivée de f prise au point x. Et puis le deuxième terme, ce sera la limite pour delta x tendant vers 0 de g de x plus delta x. Et donc, ça veut dire que ça va tendre vers g de delta x. J'évalue la fonction à un point qui est de plus en plus proche de x. Et donc, finalement, ça va me donner g de x. Et donc, la formule que vous connaissez, qui est celle-ci, on vient de la démontrer. Un petit peu plus compliqué, c'est la formule qui permet de calculer la dérivée d'une fonction composée. Donc vous voyez que la dérivée d'une fonction composée, on l'écrit f rond g de x ou bien f de g de x. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une fonction qu'on appelle g qui dépend d'un argument x et on va prendre une fonction de cette fonction, f de g. Par exemple, si j'écris
Malheureusement, là, je ne peux pas écrire avec ma tablette parce qu'elle n'est pas bien branchée, donc je n'ai pas eu le temps. Ce n'est pas un problème. Mais si j'écrivais sinus de k fois x et que je voulais écrire ça comme une fonction composée, eh bien, j'aurais f de g, ce serait le sinus de g, et g de x, ce serait k fois x. Je pense que ça apparaîtra un petit peu plus tard. Alors, ce qu'on va faire pour trouver la dérivée d'une fonction composée, c'est qu'on va, une fois de plus, appliquer la formule de base. Et donc, on va devoir calculer f de g appliqué au point x plus delta x, moins f de g évalué au point x, le tout divisé par delta x. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va utiliser deux fois notre formule qu'on va réécrire de manière un petit peu différente. Vous voyez que ici, si je prends maintenant n'importe quelle fonction dérivable que j'appelle h et qui dépend d'une variable z, la formule de base, elle nous dit que dh sur dz, la dérivée de h par rapport à z, c'est cette limite. Et donc, en réarrangeant les termes et en oubliant la limite, ici, je peux évaluer la fonction h au point z plus delta z, simplement en passant ce delta z de l'autre côté et en rajoutant h de z. Donc vous voyez que je peux faire une évaluation de la fonction h au point z plus delta z comme h de z plus la dérivée évaluée au point z multipliée par l'incrément. Et vous voyez qu'ici, je n'ai pas tout à fait mis un signe égal, j'ai mis un signe qui comporte une tilde. Ça veut dire à peu près. Ce n'est pas tout à fait exact. Pourquoi? Parce que j'ai enlevé la limite ici, donc ceci c'est approximativement correct. Vous voyez simplement que je peux écrire la fonction h évaluée à n'importe quel point, enfin à un point z qui est éloigné d'un incrément delta z par rapport à notre valeur évaluée au point z, comme h plus l'incrément de la fonction. C'est à peu près la même chose que ce qu'on avait déjà vu avant avec la fonction f. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette formule deux fois, une fois en remplaçant h par f, et l'autre fois en la remplaçant par g, et en remplaçant l'argument de la fonction, soit par g si j'ai remplacé h par f, soit par x si j'utilise g de x. Voilà. Alors, donc l'idée, c'est vraiment que j'arrive à pouvoir évaluer la fonction g au point x plus delta x. Et donc, j'applique la formule que je viens de vous donner. Je peux dire que g évalué au point x plus delta x, ce sera g évalué au point x plus un incrément delta g qui est égal à la dérivée de g évalué en x multiplié par l'incrément de l'argument. OK? Je garde ça en tête. Et maintenant, je fais la même chose en utilisant non pas g mais f et non pas z mais g, puisque g est l'argument de la fonction f. Et je peux donc écrire que la fonction f évaluée au point g plus au point f de g évalué au point x plus delta x, qu'est-ce qui va se passer lorsque x passe de x à x plus delta x? Eh bien, la fonction g, elle va subir un incrément que j'appelle delta g, que j'ai calculé ici et que je peux remplacer simplement. Mais donc, je vais arriver en remplaçant simplement à dire que f évalué au point g de x plus delta x, c'est f évalué en g plus la dérivée de f par rapport à g multiplié par l'incrément en g. Donc c'est simplement une histoire de remplacer les fonctions par différents noms et les variables par différents noms. Et finalement, on arrive à exprimer toute cette fonction, c'est celle qui nous embêtait un petit peu. Donc je peux l'écrire simplement comme, donc tout ce terme ici, je peux l'écrire comme f évalué en g
plus la dérivée de f par rapport à son argument, par rapport à g, multiplié par l'incrément de la fonction g. Et vous voyez que dans cette limite, eh bien, on va avoir le terme qui représente f évalué en g, qui va s'annuler. Vous voyez que ces deux termes s'annulent. Et il va nous rester uniquement df divisé par dg, donc la dérivée de f par rapport à g, multipliée par delta g sur delta x. Et lorsqu'on va prendre la limite pour delta x tendant vers 0, on va voir que ce terme-là, par définition, il va tendre vers delta dg sur dx, ou g de x. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on obtient? C'est un peu difficile de ne pas se tromper en le disant. On obtient simplement que la dérivée de f de g de x, c'est la dérivée de f par rapport à g multipliée par la dérivée de g par rapport à x, qui est aussi un résultat assez bien connu. Et donc je vais faire l'exercice une ou deux fois. Donc, si je prends maintenant f de g de x est égal à 1 sur g de x. Comment est-ce qu'on va identifier f de g? F de g, ce sera 1 sur g. Et puis, g de x, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être, c'est une fonction qu'on n'explicite pas ici. Ce sera, et dont on va simplement estimer la dérivée en l'appelant g' de x. Mais vous voyez que si maintenant, j'ai que f de g, c'est 1 sur g, donc la dérivée de f par rapport à g, comme on l'a vu précédemment, ce sera moins 1 sur g carré. Et lorsque je vais appliquer la formule qu'on vient de dériver, donc j'aurai df sur dg, je vais encore devoir le multiplier par la dérivée de g par rapport à x maintenant, qu'on appelle g' de x, et on obtient un résultat que vous connaissez aussi, qui est tabulé, que vous n'avez pas besoin de savoir redémontrer, hein, mais qu'on va utiliser souvent, qui est que la dérivée de 1 sur g de x, c'est g' de x sur g carré de x. Et on peut également faire la même chose en disant, ben voilà, maintenant je vais appliquer la même méthodologie pour calculer la dérivée de f sur g. Et vous voyez qu'en utilisant la dérivée d'un produit de fonctions, eh bien, on va simplement pouvoir remplacer. La dérivée de f', on la connaît. On va devoir multiplier par la seconde fonction qui est 1 sur g, donc on aura f' sur g. Et après ça, on va devoir prendre cette fonction multipliée par la dérivée de 1 sur g, qui est, comme on vient de voir, moins g' sur g carré. Et finalement, on obtient que la dérivée d'un quotient de fonction, c'est f'g moins fg' divisé par g carré, qui est certainement une formule que vous avez aussi déjà vue. L'exercice que je vous proposais de faire juste avant, c'était en utilisant sinus de k fois x. Comment est-ce qu'on va dériver ça? Eh bien, on pose simplement que f de g, c'est sinus de g. Donc la dérivée de f par rapport à g, c'est cosinus de g. Et g de x, c'est k fois x. Donc la dérivée de g par rapport à x, c'est simplement k. Et vous voyez qu'en appliquant la formule, en calculant df sur dg fois dg sur dx, je vais obtenir cosinus de g fois k. Et puis k, évidemment, comme je veux obtenir une fonction que j'explicite en fonction de x, je vais remplacer le g de x par kx pour finalement obtenir que la dérivée de sinus de k fois x, c'est k fois cosinus de kx. Donc ça, c'est des petits outils qu'il faut exercer
pour qu'ils finissent par que vous puissiez finir par les utiliser presque machinalement. Ça viendra, je vous l'assure. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup de fonctions qu'on va dériver et il n'y a pas besoin de devoir appliquer la formule à chaque fois. Vous pouvez très bien écrire dans le formulaire auquel vous aurez droit à l'examen les dérivées de fonctions. Et je vous en donne ici quelques-unes. On voit que ça, on l'a démontré. On a démontré que qu'est-ce qu'on a démontré que sinus x c'est cosinus x, cosinus de x c'est moins sinus x. Et puis il y a une fonction qui est extrêmement intéressante dans la dérivation, c'est l'exponentielle. Pourquoi? Parce que l'exponentielle, donc e à la puissance x, sa dérivée, elle est égale à elle-même. Donc la dérivée de e à la puissance x, c'est e à la puissance x. Et ça, c'est extrêmement intéressant quand on veut, par exemple, se mettre à intégrer des équations différentielles. Ça, c'est très, très pratique. On peut se poser maintenant, les dérivées, vous en connaîtrez certainement beaucoup que vous arriverez à utiliser. Si vous ne les connaissez pas, elles apparaîtront dans les données de l'exercice où vous pourrez encore les écrire dans votre formulaire. Pas de souci de ce côté-là. Maintenant, on a commencé à faire du calcul vectoriel. On peut se poser la question, mais quelle est la dérivée d'un vecteur? On va le voir assez vite, encore cet après-midi. Eh bien là, c'est tout simple. Pourquoi? Parce que dans un système orthonormé, je peux écrire le vecteur en composantes. Donc, je fais l'hypothèse que j'ai un vecteur qui s'appelle U, dont les composantes dépendent d'un paramètre t, qui serait par exemple le temps. Et puis je veux écrire la dérivée ici du vecteur U par rapport au paramètre qui est ici t, donc du sur dt. Je l'écris comme ceci. Donc ceci, c'est vraiment un vecteur aussi. Hein, c'est plus la dérivée d'une fonction, c'est un vecteur qui est la dérivée d'un vecteur. Et je peux l'écrire en composantes comme ceci. C'est la dérivée de ce vecteur écrit en composantes. Et il suffit d'appliquer les règles de dérivation sur chacune des composantes et de reconstruire le vecteur. Donc, on a que la dérivée d'un vecteur, c'est le vecteur qui est formé des dérivées de chacune des composantes. Alors, on peut également montrer, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas le temps et puis ce n'est pas suffisamment intéressant. En général, dans des démonstrations, quand on montre facilement, ça veut dire que ce n'est pas facile et qu'on n'a pas envie de faire des calculs. Là, ce n'est pas très très difficile, mais si je prends la dérivée du produit scalaire d'un vecteur, eh bien, on va appliquer la même règle que pour la dérivation d'un produit de fonction. Vous voyez que la dérivée du produit scalaire entre U et V, c'est le produit scalaire entre U' et V plus le produit scalaire entre U et V'. Donc la règle est très simple. Et maintenant, la dérivée d'un produit vectoriel, c'est la même chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord dériver le premier des deux vecteurs, U, le multiplier vectoriellement par le second, et puis ensuite de ça, on va additionner le premier vecteur multiplié par la dérivée du second. Vous voyez que U, produit vectoriel avec V' est égal U' cross V plus U cross V'. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on va souvent utiliser. J'ai encore deux choses à vous dire pendant cette heure. La première, c'est qu'on va souvent parler de développement limité au premier ordre. Alors ça, je suis quasiment sûr que c'est quelque chose dont vous n'avez jamais entendu parler. Qu'est-ce que c'est? Quel est le but qu'on poursuit ici? C'est simplement celui de pouvoir donner une approximation, pas donner la valeur exacte, donner une approximation d'une fonction si on connaît la valeur de cette fonction en un point et qu'on veut estimer la valeur en un point qui est juste à côté. Et ça, c'est extrêmement pratique. Donc, on l'a déjà fait. Hein.
on l'a fait même ensemble. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce qu'on a fait. Où est-ce qu'on l'a fait? On l'a fait ici. Vous voyez ici qu'en connaissant la dérivée de la fonction h au point z, je peux estimer la fonction h au point z plus un incrément, alors là qui est pour le coup un petit peu différent de 0, en calculant la fonction h au point z et en rajoutant le produit entre la dérivée mesurée au point z plus multiplié par l'incrément. Qu'est-ce que... Alors je vais essayer de revenir. Alors on peut écrire cette formule de manière plus simple. Ça revient à dire ici, donc je vous redis exactement ce que je viens de dire, que si je veux évaluer la fonction maintenant f qui dépend d'un paramètre x, si je veux l'évaluer à un point x qui est un petit peu éloigné d'un point x0, eh bien j'ai qu'à évaluer la fonction au point x0 et je vais prendre la dérivée estimée au point x0 et multiplier ceci par l'incrément, donc x moins x0, rajouter ce terme à la fonction évaluée au point x0, et ça va me donner une estimation de la fonction. Ici j'ai aussi rajouté que dans le cas général, on aura des termes d'ordre supérieur qui arriveront. Ici, on a même le cas le plus simple de ce qu'on appelle un développement limité, une série de Taylor, si je me trompe pas. Et la formule générale, que vous n'avez pas besoin de mémoriser, c'est que la fonction évaluée à un point x, c'est une somme entre n est égal à 0 à l'infini, des dérivées nième de la fonction évaluée au point x0, multipliée chaque fois par des incréments à la puissance n divisé par n factoriel. Qu'est-ce que ça veut dire ici, pour simplifier la vie, c'est peut-être un petit peu compliqué de visualiser ça. Donc on va l'écrire, enfin on va faire un graphe pour regarder. Vous voyez que ici, je connais la fonction f évaluée au point x0 et j'aimerais approximer la fonction au point x. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me dire, voilà, je vais utiliser la formule que j'avais avant. Voyez que si je considère cet incrément, donc l'incrément c'est x moins x0, voyez que ici, si je prends le triangle qui est formé par ce point bleu, ce point ici, et puis notre fonction évaluée au point x0, si je prends cette grandeur ici et que je la divise par x moins x0, eh bien j'ai simplement... je dois simplement avoir la tangente de cet angle, qui n'est rien d'autre que la dérivée de la fonction évaluée au point x. Et donc ça veut dire que l'incrément que j'ai dessiné entre ces deux petites flèches, c'est x moins x0 fois f' de x0. Donc vous voyez bien que si vous voulez vous rassurer, si je prends x moins x0 fois f' de x0, que je divise ça par x moins x0, je vais bien obtenir f' de x0, donc la tangente de cet angle. Et donc, dans ce que je viens de vous dire, je prétends, je suis même sûr, que je peux évaluer la fonction f au point x avec cette formule, mais évidemment, vous voyez que ici, le point bleu, il n'est pas exactement superposé au point noir, donc c'est une approximation. C'est quelque chose qui n'est pas exact. Et si on voulait être plus exact, il faudrait qu'on aille à un terme d'ordre supérieur. Le terme d'ordre supérieur, ce que j'ajouterais après, ce serait une demi, donc à partir de la formule que je vous ai donnée sans démonstration, ce serait une demi fois x moins x0 le tout au carré, multiplié par la dérivée seconde de f évaluée au point x0. Dans quel cas est-ce que ce serait... Il faudrait qu'on aille à un ordre supérieur. Imaginez que vous êtes par exemple ici à ce point-là et que vous voulez
et que vous voulez estimer la valeur de la fonction à un point qui est proche, mais pas tout à fait égal au sommet de la courbe, voyez que le sommet de la courbe, il a la propriété que la dérivée de la fonction à ce point-là est égale à 0. Et donc, si j'applique cette fonction, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver que si je veux estimer la fonction en un point qui est là, eh bien, elle est simplement égale à la fonction au sommet, ce qui n'est pas tout à fait vrai. D'accord? Et c'est pour ça que dans ce cas-là, on utilisera un terme à l'ordre supérieur, et on le fera dans le cours, si je ne me trompe pas, une seule fois lorsqu'on parlera d'équilibre, on parlera de stabilité autour d'un point d'équilibre. Mais ça, ce sera dans la deuxième partie du cours. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur les notions de dérivées. On va les utiliser dès cet après-midi dans le cours de cinématique. Il y a encore une chose qui est très intéressante dont je voulais vous parler, c'est que on a parlé d'une fonction qu'on dérive, mais ce qui arrive souvent, c'est que on connaît la dérivée et on aimerait connaître la fonction. C'est souvent le cas. Par exemple, si vous connaissez, on verra cet après-midi que la vitesse, c'est la dérivée de la position. Si on connaît la vitesse, on aimerait pouvoir des fois connaître la position, et il faut faire l'exercice inverse de la dérivation. C'est ce qu'on appelle l'intégration, et il y a des cas où c'est extrêmement facile à faire. Pourquoi? Parce que souvent, par inspection, on peut trouver une fonction, si on connaît une fonction f minuscule de x, on peut trouver une fonction f majuscule de x telle que la dérivée de f majuscule et petit f, et à ce moment-là, on va appeler f majuscule primitive de la fonction petit f, et ça nous permettra de faire des intégrations extrêmement facilement. Voilà, j'en ai terminé avec ce chapitre sur les rappels mathématiques. Plus tard dans le cours, on fera aussi un rappel sur les nombres complexes que vous n'avez pas tous vus jusqu'à présent, mais c'est pour plus tard. Et cet après-midi, cinématique.